Donc bonsoir à tous. Donc aujourd'hui le meet-up, donc c'est OpenIO en partenariat avec Iguane et Keros aussi. Je dois là. Ouais. Donc c'était pour vous présenter un projet qu'on a mené donc avec Iguane en partenariat pour Keros, qui est du coup le client final. On va rentrer dans le détail après, mais pour faire court, Keros est une société, il présentera après ce qu'ils font, mais c'est une société qui utilisait AWS et surtout la partie S3 pour stocker presque un péta de données, si je dis plus d'un péta de données, et qui s'est du coup a rencontré les difficultés qu'ils peuvent avoir avec AWS S3, notamment au niveau du pricing, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est pas les premiers à faire ça. Donc le but aujourd'hui, c'était de vous présenter justement comment une société comme Keros, alors OpenIO est un éditeur de logiciels, donc avec des partenariats comme Iguane sur l'infrastructure plutôt physique, comment on peut monter des projets ensemble pour aider des clients comme Keros à revenir en arrière et quitter S3 pour monter un cluster sur lequel ils auront exactement la même qualité de service, les mêmes features, les mêmes choses, mais une plateforme qui leur est dédiée, et du coup en réduisant les coûts. Et voilà, le but c'est de vous présenter ça. Donc il y aura une première partie où Stéphane Antenne, le CTO de Iguane, vous présentera ce qu'est Iguane, comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Ensuite j'introduirai OpenIO, comment on fonctionne et ce qu'on fait. Et après Sébastien Blot de Keros vous présentera du coup son retour d'expérience sur cette bascule arrière. Stéphane, c'est à toi. Comme ça. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Donc moi je suis Stéphane Enten, je suis le CTO de Iguane Solutions. Alors, je vais vous expliquer vite fait qui on est et surtout ce qu'on fait avec OpenIO et pourquoi on aime bien cette techno. Formidable. Voilà, donc nous on est Iguane Solutions. Alors on n'est pas très connu, ça va changer. On est une société qui a quelques années, parce que la société est née en 2002 si je ne dis pas de bêtises. J'étais pas là, comme une web agency, et a évolué en fait vers les métiers de l'infrastructure. Donc maintenant on est un MSP, comme on dit, on gère des infrastructures pour nos clients. Du coup dans différents cas de figure, je vais vous expliquer un petit peu. On est très spécialisé nous sur les sociétés pure player, les startups, même si des fois ça veut pas dire grand chose. On a un historique qui est lié en fait à l'ADN de la société, qui a été fondé par Benjamin Beigebaum, qui est le fondateur de Dailymotion par la suite. Et donc on a toujours essayé de trouver des solutions qui s'adaptent au mode de fonctionnement justement des sociétés très agiles et très rapides, qui ont besoin justement d'un partenaire qui sait aussi aller assez vite. Je vous passe vite fait du coup la description, on parlera un peu plus d'OpenIO. Nous on essaie de couvrir tout le scope en fait de la gestion d'infra. Donc ça va de l'hébergement physique en data center, voilà, on opère un certain nombre de sites à travers le monde. On fournit évidemment de la virtualisation pour les clients qu'on a besoin. Et par-dessus, on sait opérer justement les infrastructures, de l'infogérance complète, le client qui veut qu'on lui assure en gros un SLA et un uptime, au client qui veut juste de l'assistance. Donc en gros, nous on l'aide ponctuellement, on vient l'aider sur soit des sujets de fond, soit ponctuellement un renfort d'équipe. Donc voilà, et on édite nos outils et nos services. Donc on a une branche développement qui est assez forte. Voilà, on publie des services, alors soit IaaS sur la partie virtualisation, soit même SaaS, on fait un service d'encodage dont je vous parlerai vite fait, qui nous permettent en fait d'être un peu notre propre client. On utilise nos infras, on utilise nos services, on essaie de se mettre toujours dans la peau voilà, des clients et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur faciliter la vie. Donc je vous dis, on fait un peu de hosting, on a une présence internationale. Alors le gros du déploiement est en France sur plusieurs data centers. On a aussi donc une spécialité, c'est qu'on a toujours accompagné des clients sur des déploiements internationaux et très globaux, avec toute la notion de gestion de trafic, avec des problématiques assez sympas, des fois de réplication, de sharding des données, sur des volumétries un peu marrantes. Donc voilà, c'est une spécialité, on essaie de trouver pareil des solutions là-dessus. On fait du plus classique où on sait louer à la découpe en fonction du niveau de service attendu par le client.
Nous, on n'est pas un hébergeur grand public comme, je sais pas, un Online ou un OVH par exemple. Nous, on fait vraiment du sur-mesure. On est sur les niches justement des clients qui ne rentrent pas dans ces infrastructures-là, qui sont généralement très industrialisées, très efficaces, notamment sur le prix, et qui parfois ne correspondent pas en fait à tous les usages. Et donc nous, on sait faire voilà, des infras complètement sur mesure. En optimisant en fait les choix pour les clients. D'où, on en reparlera, le partenariat avec OpenIO. Par-dessus, voilà, on sait faire du service managé, alors un peu à tous les niveaux. Évidemment, on sait faire de la gestion de cloud public, des clouds privés, et surtout des infras qui sont hybrides. On aime bien, nous, avoir voilà, une partie physique quelque part pour optimiser les perfs ou les coûts, et en fait mettre en place tout l'outillage qui va bien, les VPN, les déploiements continus, etc., qui permettent facilement de déborder sur un cloud public. Voilà, aujourd'hui, on fait surtout de l'AWS, mais dès qu'on peut, on essaye en fait les nouveaux services. Pareil, en fait, assez tôt, on a diversifié un petit peu la façon de bosser avec les clients. Nous, on existe depuis assez longtemps, donc on a connu le fonctionnement un peu traditionnel de l'hébergeur qui verrouille tous les accès, qui donne voilà, un peu accès à rien et qui prend en contrepartie un SLA assez fort. Évidemment, sur les années récentes, les clients ils veulent pas ça, ils veulent avoir accès à tout et qu'on soit vraiment dans une logique de co-construction. Donc ça va assez loin. Voilà, on peut soit piloter toute l'application, soit mettre en place par exemple des clusters d'orchestration de conteneurs type Kubernetes ou des choses comme ça. Où en fait nous on a un périmètre du coup qui est fixe et le client du coup dedans vit sa vie. Ce qui a des problématiques assez sympas du coup pour un géreur. Il faut changer des outils de supervision, il faut s'adapter en fait à ces environnements où on a moins la main. Donc ça force à repenser un peu tous ces outils pour être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus modulaires. Voilà. Et donc après, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec nos clients un peu comme si on était une extension de leur service. On dit souvent on a envie d'être leur équipe un petit peu voilà, DevOps, même si ça ne veut pas toujours dire grand-chose, qui serait en remote et on communique avec eux avec les outils standards. On fait du Slack, on gère sur des tickets. Voilà. On essaie vraiment de s'intégrer le plus facilement possible et de jouer la transparence. On publie en fait dans notre extranet tout ce qui a été fait, un suivi d'activité qui est assez précis en fait sur qui a fait quoi, qui est intervenu en fait sur les plateformes, ce qui nous permet justement de pouvoir échanger sur des bases très concrètes et de ne pas être une boîte noire pour nos clients. Comme je disais, une petite particularité, nous on a assez tôt pris le parti d'essayer de créer justement des services from scratch, donc notamment sur la partie virtualisation évidemment. Alors on fait des choses qui sont plus basique que les grands clouds publics, les hyperscale, mais l'idée c'est de répondre en fait aux 80% des besoins avec des solutions qui sont fiables et qui sont du coup plus optimisées à ces usages-là. Voilà, après c'est une question de priorité justement sur de quoi le client a besoin en termes d'industrialisation et d'optimisation. Et parfois, on essaie de répondre voilà, à des besoins bien précis. Donc, il y a le stockage, notamment, on va en parler après. Il y a l'encodage, où en fait, on a beaucoup travaillé avec des sites qui diffusent du contenu. Et toujours, ils avaient la problématique de tiens, il faut refaire un workflow d'encodage ou de transcodage de contenu. Donc, on a fini par en éditer un, en fait, qu'on vend à nos clients sous forme d'une API où ils peuvent nous indiquer un contenu à aller chercher. Nous, on va faire toutes les transformations dans les différents renderings qu'il faut. Donc, quand c'est de la vidéo, par exemple, faire tous les formats, tous les profils dont ils ont besoin pour tous les devices qui servent. Quand c'est de l'audio, c'est pareil, on peut partir d'un fichier pivot et faire tous les encodages. On fait même des choses plus tordues, du watermarking, du rendering 3D, par exemple. On a eu une demande là-dessus. Au final, bon, c'est un scheduler. On s'est appliqué donc justement une logique et un transfo sur un contenu. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des use cases. On doit être très bon en optimisation sur le débit, sur l'efficacité justement de ce système et de comprendre justement les problématiques qu'ont parfois nos clients là-dessus. Ce qui nous amène donc à avoir les mêmes problématiques et à choisir justement des outils ou des partenaires qui répondent à ça. Nous on aime bien OpenIO.
On a eu l'occasion de tester pas mal de services d'outils de stockage, hein, donc avant en fichier, en bloc et en objet aussi. Ce qu'on a bien aimé chez OpenIO, c'est le côté naturel de déploiement. Il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment un logiciel qu'on installe, hein, sur des machines qu'on gère comme le reste. Il n'y a pas besoin de former quelqu'un à, je sais pas, une interface ou une appliance très compliquée. Ça, pour nous, c'est vachement important parce que notre métier, c'est d'industrialiser le plus possible. Et donc, évidemment, quand on doit gérer 40 plateformes de stockage différentes avec à chaque fois une API différente, une CLI qu'il faut découvrir, des choses qui sont gérées d'un côté, pas de l'autre, nous, en fait, ça augmente énormément la complexité et surtout la dette technique qu'on porte dessus, parce qu'il faut qu'on développe justement la supervision pour tout ça. Voilà, donc ça, avec OpenIO, nous, c'est un logiciel qui tourne en gros sur un serveur normal. C'est vachement bien aussi pour le faire adopter aux équipes. C'est facile justement de le tester quelque part. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme baie de stockage dans un coin pour faire du test. Donc voilà, donc c'est un coût d'accès qui est très raisonnable là-dessus. Et il y a une souplesse qu'on aime bien en fait sur les choix de stratégie de stockage de la donnée. OpenIO, ils sont très très souples, je pense que on parlera aussi un petit peu. Ça va assez loin, on peut configurer vraiment beaucoup de choses dans la conf, ce qui permet d'avoir un contrôle très fin justement en fonction des use cases sur est-ce qu'on veut de la performance, est-ce qu'on veut de la fiabilité des données, on veut avoir plein de copies sur différents types de médias, etc. Et donc ce côté configurable, nous, c'est vraiment exactement ce besoin que nos clients ont. Parfois, ils ont, je sais pas moi, ils n'ont pas trop de besoin de durabilité de la donnée, mais ils veulent tout optimiser sur la perf. Nous, on peut construire des serveurs qui sont très optimisés pour ça. Des fois, c'est le contraire, ils disent non, en fait, moi, c'est de l'archivage. J'ai pas besoin qu'on me garantisse, je sais pas moi, 99,9999 de dispo. Je peux survivre s'il n'est pas dispo tout de suite. Et donc, pareil, on peut optimiser le matériel et le déploiement. Des fois, on a des cas plus compliqués avec des déploiements sur plusieurs sites, avec au contraire là, des niveaux de SLA très forts. Et donc, ça permet vraiment d'adapter la réponse là-dessus. Donc, on a eu plusieurs types de déploiements. On a justement ces différents cas de figure. Hein, et donc, on est très content pour l'instant de ce qu'on a réussi à faire. Je pense que Sébastien parlera du sien un peu plus. Donc voilà. Pour moi, c'était tout. Merci Stéphane. Si vous avez des questions à Stéphane? Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut jeter? Qui le veut? Au hasard, une question? Sinon, on peut faire les questions à la fin. Allez, là-bas. Vas-y, une question. Tiens, je te rends le micro du coup. Je suis désolé, je suis peut-être pas le seul. C'est quoi un SLA? Vas-y. La magie des services gérés. SLA, c'est le Service Level Agreement. C'est le contrat que tu passes avec un fournisseur ou un client où tu t'engages en fait sur un niveau de service. Et donc généralement, suivant le service que tu rends, c'est exprimé en un pourcentage de disponibilité soit de la plateforme, soit d'un service dédié. Et donc c'est assez important. Ça change pas grand-chose. On va dire, c'est pas un truc très technique, c'est plus une notion légale, c'est-à-dire que si tu respectes pas le SLA, ça peut arriver, il peut y avoir un incident, quelque chose comme ça. En fait, dans ton analyse de risque, tu peux dire, moi je veux que si on respecte pas le SLA, il y aura une pénalité. Ça permet de discuter ces choses-là, et c'est une discussion qui est très saine. C'est en fait, nous en tant que fournisseurs de services, on veut avoir cette discussion avec un client, parce que pour atteindre un certain niveau de SLA, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Je peux vous donner quelques exemples. Je ne sais pas, le client qui a un service ultra critique, qui veut quelque chose qui s'approche de 100% de SLA, mais qui dit, par contre, mon appli elle marche qu'en monosite, je ne peux pas la répliquer. Nous, on doit lui dire, désolé, ça va être très compliqué. Ou à l'autre extrême, des déploiements qui sont tout petits. Ils ont juste quelques serveurs, et ils veulent pareil atteindre des SLA énormes. On leur dit en fait non, il va falloir répliquer, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. Et donc c'est un moyen en fait de discuter ça. La plupart des fournisseurs de services, ils te l'exposent. On parlait tout à l'heure de
S3 par exemple, ils ont des SLA sur la dispo des API, sur la durabilité par exemple des données. Enfin c'est quelque chose qui peut être et rien n'est à 100%. Faut se souvenir. En informatique, c'est assez rare d'avoir quelque chose qui est garanti à 100%. Il y a même ça existe des SLA sur la performance. Assurer que quoi qu'il arrive, tout à fait. On a ce niveau minimum. Oui, c'est ça, c'est 4.9, t'es en seconde même, je pense, de tête. Et voilà, et donc plus tu rajoutes ou plus tu enlèves des 9, effectivement, t'as le classique 99.9, tu dois être à 40 minutes de downtime toléré par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, après ça permet, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on veut rajouter un niveau, il faut rajouter beaucoup d'outillage et d'infrastructures. Et du coup, le prix il augmente d'un ordre de magnitude à chaque fois. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je voulais vous demander, dans la cartographie de vos déploiements, notamment en Asie, vous avez beaucoup de déploiements à Singapour. Oui, c'est essentiellement là-bas c'est un nœud, on va dire, réseau qui est pratique quand on est étranger. C'est assez facile d'aller installer du data center là-bas. La connectivité est pas mal. Il faut savoir que là-bas, c'est très fragmenté. C'est assez dur de trouver des opérateurs qui ont une bonne connectivité sur toutes les zones en Asie. Donc voilà. C'est pour des raisons juridiques aussi Non, c'est de la facilité technique en l'occurrence là. D'accord. Il faut passer beaucoup plus de temps sur place pour aller trouver les bons opérateurs et savoir exactement où mettre tel ou tel peering ou tel data center. D'accord. Un marché qui est plus difficile à ce niveau-là. D'accord. Et nous, c'est simplement une question de focus vraiment pour les objectifs de la société. Nous, on a considéré que, pour l'instant, en tout cas, notre marché il était plutôt vers l'ouest pour aller attraper les clients américains et donc on passe plus de temps sur ces déploiements-là. Pas d'autres questions parce que je sens qu'on est motivé pour jeter le micro là-bas. Non, personne. Ça, on pourra refaire des questions. Je vais les récupérer. Ah, si, là-bas, une question. Question ? Non, ah, attention. Le micro. Le micro d'abord. Vous m'entendez là ? Ouais. Oui. Comment vous positionnez par rapport à Scality ? Je ne sais pas si vous connaissez. Si, on connaît, effectivement. Je connais très bien aussi. La question, elle est pour qui ? Pour Igone ou pour OpenIO ? Je pense que je vais plutôt la prendre, la question. Mais en fait, je vais répondre par... D'abord, on va faire la présentation, parce que justement, c'est tout le lieu de la présentation d'après, et après, j'y réponds. Nous, on en a aussi en prod du Scality. Ah bon ? Tout à fait. C'était avant. Je voulais être un utilisateur, mais j'avais pas assez de données par rapport à ce qu'ils proposent. J'y répondrai après. J'y répondrai après. Justement, sur la partie technique, c'est une question de capacité de taille d'infrastructure. Justement, j'y répondrai de ça. Et je reprendrai la question à la fin, du coup. Et après, Seb fait son retour de... Donc j'ai présenté OpenIO, donc pour refaire une petite transition avec ce que disait Stéphane, vraiment l'intérêt de notre partenariat avec Stéphane, et avec Iguane, c'est que voilà, OpenIO est une solution logicielle, on est un pur software, et donc voilà, on a vraiment besoin nous de partenaires hardware ou partenaires qui font de l'hébergement pour travailler, pour placer tout de suite dans le contexte OpenIO. Un peu d'histoire sur OpenIO quand même, on va y aller. C'est qu'OpenIO, c'est une société qui aujourd'hui va bientôt fêter ses 4 ans, mais qui est une technologie qui date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. En fait, on a développé et imaginé en 2006 le concept de ce qui sera de l'object storage aujourd'hui ou du software defined storage. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça parce que ça n'existait pas. Dans un grand groupe européen d'IT, je ne vais pas le citer parce que vu qu'on est filmé, on pourra toujours me le ressortir un jour. Donc on l'a créé pour de nombreux projets en interne. En 2009, on était déjà notre première plateforme d'un péta. Et en 2012, on open source la technologie. Ce qui nous permet en 2015 notamment de créer OpenIO, de forker sur GitHub. Là, on s'est arrêté. Le message ici, c'est surtout de dire que même si OpenIO est une société qui n'a 4 ans, que 4 ans, dirons-nous, la technologie est beaucoup plus mature que ça. Petite information quand même, en 2017, on lève des fonds via les investisseurs qui sont ici, Partech, Elaya et Nord France Amorçage. Je leur fais un petit coucou si jamais ils nous regardent, merci. Et avec donc OpenIO, qui est une société à l'origine française, avec en tout cas l'équipe technique en grande majorité à Lille, un bureau parisien avec quelques-uns de nos représentants, un bureau à Tokyo et maintenant un bureau à San Francisco. Il faut que je mette à jour mes slides.
Voilà, aujourd'hui, on est une team d'experts d'une quarantaine de personnes. Alors pourquoi je dis une team d'experts? C'est parce que voilà, c'est vraiment l'équipe s'est construite à la base sur plutôt des gens techniques qui viennent tous de ce domaine-là et qui voilà, on a fait des ajouts côté commerce et avant-vente, mais plutôt un cœur technique à la base. Et vraiment, en tout cas, au sein de l'équipe technique, que ce soit des développeurs au support, vraiment des gens très expérimentés dans le run, le build et même le développement de software pour les infrastructures de stockage. On fait partie d'un campus avec VAD-Secure et Scalaire, que je cite ici. Mais voilà, donc là, vous avez une photo de l'équipe en charge d'OpenIO. Rapidement, ça c'était les slides marketing qu'on m'a imposé. Je rappelle quelques informations sur OpenIO. Donc on est une quarantaine d'employés. On est sur 3 continents et plus de 2, parce qu'il y avait Next San Francisco, mais je n'ai pas mis à jour. Une trentaine de clients et de produits. Donc je vais décliner après la partie Software Defined Storage, vraiment sur le cœur de la partie stockage dont parlait Stéphane, il utilise majoritairement Keros. Et une deuxième partie chez nous, qui est ce qu'on appelle le Grid for Apps, qui est du serverless computing, pour ceux qui connaissent un peu plus le monde, notamment d'AWS, parce que c'est le lieu de cette présentation, c'est l'équivalent d'un lambda d'AWS, mais j'y reviendrai. C'est vraiment de la partie processing de data. Quelques-uns de nos clients ici, je préviens tout de suite parce que je les vois dans la salle. Iguane et Aquari, vous apparaissez chez les clients et pas les partenaires, même si vous êtes un peu des deux en même temps. Mais voilà, donc ça c'est certains de nos clients, avec les use cases dans lesquels on travaille majoritairement aujourd'hui. Media Entertainment, beaucoup, on va citer Dailymotion dans cette catégorie-là, le streaming à grande échelle de vidéos. Le private cloud, là c'est tous ceux justement, et c'est exactement la présentation que fera Seb après, c'est en gros tous ceux qui veulent construire leur propre infrastructure de stockage type AWS, mais en interne, du private cloud. Historiquement, on faisait beaucoup d'emails, du backup et de l'archivage. Et pour la suite, on a beaucoup de chantiers qui s'entament sur tout ce qui est processing, donc machine learning et intelligence artificielle. J'y reviendrai après, sur vraiment la partie processing de données. Nos partenaires, voilà. Et comme ça, je peux passer enfin à la partie un peu plus technique. Donc OpenIO, pour revenir sur OpenIO, donc un software, donc vous avez du matériel standard, x86 ou ARM, donc des serveurs, un OS dessus, Debian, Ubuntu ou CentOS. OpenIO, c'est un software, on gère nos propres repos de package. Donc vous installez OpenIO, vous le configurez et ça vous crée un cluster de stockage distribué, répliqué. Ça, je ferai toute la description après. Mais ça vous crée ça agrège les serveurs et tous les disques de la plateforme pour ensuite vous donner une plateforme de stockage. Mais on est différent, et justement là on vient un peu à la question, j'ai expliqué encore, on est différent d'autres technologies. Déjà, première information, c'est qu'OpenIO, c'est une solution qui est développée uniquement en C et qui est capable de tourner sur une Raspberry Pi. Bon, on va être honnête, Dailymotion ne tournerait pas sur des Raspberry Pi parce qu'on est sur des niveaux de perf. Même Keros ne tournerait pas sur des Raspberry Pi, soyons honnêtes. Mais c'est vraiment un challenge un peu qu'on se donne en interne pour nos développeurs, c'est dire que voilà, le minimum requis pour OpenIO en termes de perf, parce que c'est vraiment aussi un de nos des choses cœur chez nous, la perf, c'est qu'il faut que ça tourne là-dessus. Si ça ne tourne pas là-dessus, c'est que ce n'est pas assez optimisé. Et après, si vous voulez tester chez vous, vous pouvez construire des clusters de Raspberry Pi, si vous voulez. Après, voilà, c'est moins fait pour des productions avec de grosses charges. On est plutôt sur le serveur x86 après. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur la partie plus technique, comment fonctionne OpenIO. Je ne vais pas aller trop en profondeur là-dessus, mais grosso modo, la plupart des technologies, on en parlait tout à l'heure, sont souvent basées sur ce qu'on appelle l'algorithme de Cord. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on appelle ça aussi le consistent hashing pour d'autres technologies. C'est le principe de dire j'ai un espace de clés, et en fait, je scinde mon espace de clés. Si j'ai 10 nœuds, chacun prendra 10%, et en fonction du nom de l'objet et de sa clé, je le pousse sur un nœud, enfin sur l'un des 10 nœuds. Si j'ai 20 nœuds, du coup, c'est 5% par nœud, et ainsi de suite. Nous, on est basé sur des niveaux d'indirection tels qu'ils sont présentés ici, qui permettent en fait le gros intérêt de ce niveau d'indirection, sans rentrer trop dans le détail, c'est que nous, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que vous ayez un serveur, des milliers, 1 giga de données, des milliers de pétas, un objet ou des billions, enfin des milliards d'objets ou des centaines ou des dizaines de milliards d'objets, quoi qu'il arrive, ce sera toujours 3 sauts, ces 3 niveaux d'indirection pour accéder à la donnée. Ce qui fait que si vous avez une petite plateforme, et ça on en reparlera après, ou une très grosse plateforme, vous aurez le même temps de réponse. Il n'y a pas de dégradation, de perte ou de diminution de temps de réponse parce que vous scalez. Ce sera toujours 3 niveaux d'indirection, 3 sauts pour arriver à la donnée.
C'est du scale-out, donc je le disais, on est capable de scaler sans limite. Si je vous donne quelques exemples, aujourd'hui notre plus grosse plateforme en termes de serveurs, c'est 600 serveurs. En termes de capacité, c'est une vingtaine de pétas, et en termes de nombre d'objets, c'est une dizaine de milliards d'objets dans une plateforme. On n'est pas du tout sur des limites, hein, je parle juste de ce qu'on a aujourd'hui en production. Mais ce qui est intéressant surtout ici, c'est qu'on peut commencer très petit à 3 nœuds, et donc sur des très faibles volumétries, et scaler jusqu'à des milliers, même en partant de 3 nœuds. La plateforme qui fait 600 serveurs a commencé avec, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, une cinquantaine de serveurs, et on a rajouté serveur par serveur pour arriver jusqu'à 600. Ça, je vous expliquerai après comment on fait ça de manière vraiment simple et sans impact, parce que voilà, passer de 50 à 600 serveurs sans changer d'architecture, sans changer, et aussi, ça j'y reviendrai après, mais en partant de serveurs, quand on fait 50 serveurs, on ne les a pas fait en 15 jours, hein, les 600. Donc on a eu du matériel très hétérogène durant la vie du projet, je vous expliquerai ça après. Donc on est hardware agnostique aussi, c'est important, pure software. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on a des préconisations, mais techniquement, vous pouvez utiliser le matériel que vous souhaitez. Architecture x86, mais après vous allez chez les constructeurs de votre choix. Le problème, c'est que je suis filmé, donc je ne peux pas donner de nom, et ils m'en voudront sûrement, nos partenaires hardware, de dire qu'on est complètement hardware agnostique. On travaille mieux avec certains, mais je ne les citerai pas. Comme ça, je laisse le truc assez ouvert. Ouais, j'ai pris quelques cours de commerce. Mais peut-être qu'après, quelques berceurs, je vous donnerai quelques noms, mais en privé seulement. Ce qui est intéressant aussi chez OpenIO, justement, ça va revenir à ce que je vous disais sur la partie scale, et ce qui change aussi un peu des technos dont on parlait tout à l'heure, c'est que OpenIO, son système qu'on vient d'apprendre sur la conscience, permet en fait de scaler à n'importe quelle échelle. Je rajoute un nœud, il y a même des clients chez nous qui ne rajoutent que disque par disque dans des serveurs qui n'étaient pas complètement remplis, mais on peut commencer petit et grossir en ajoutant des nœuds sans lancer. Si je reprends ces systèmes de consistent hashing qui sont basés sur 10 nœuds, 10%, si je veux scaler à 20 nœuds, où chaque nœud ne prendra plus que 5%, mais c'est-à-dire que j'ai 50% de ma donnée à migrer vers les nouveaux nœuds. Je change mon key space, hein, donc mon espace de nommage, et je dois mover ma data, ce qu'il appelle le rebalancing, en accord avec ce nouveau key space. Ça passe quand on a 100 Tera de données sur une petite plateforme. Quand on a les plus grosses plateformes à quelques centaines de Tera, après quand on va dans les pétas ou dizaines de pétas, migrer 5, 10 pétas de données, même en interne dans une seule infrastructure, même locale, c'est extrêmement compliqué. OpenIO, quand on rajoute un nœud, il va juste rentrer dans le cluster, et j'expliquerai comment ça se passe, mais il n'y a pas d'impact et il n'y a pas de rebalancing à faire. Quelques informations, donc on est compatible S3 d'Amazon, Swift d'OpenStack, et on a nos propres API à nous. Ça, c'est pour la partie plus objet. Donc on a toutes ces compatibilités, et après on a un connecteur fichier qui permet de monter un file system, où dessus vous pouvez démarrer un serveur Samba, NFS, CIFS, FTP. Donc on a ces deux choses-là. Je le dis quand même, OpenIO n'est pas une solution de bloc, on ne fait pas de block storage, je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais aujourd'hui on a une solution qui était vraiment orientée objet à l'origine. On a fait la compatibilité fichier. Je ne sais pas si on fera un jour la compatibilité bloc, mais en tout cas, ce n'est pas dans la roadmap. Et c'est pas, on préfère faire une chose bien. Là, on en fait déjà deux bien. On va pour l'instant rester sur ces choses-là. Si on regarde un peu sous le capot très rapidement, en fait, la grosse différence d'OpenIO comparé au système de consistent hashing, où la donnée est posée de façon statique, c'est-à-dire qu'on configure le cluster, chaque nœud prendra 10% de la charge, et tous les fichiers qui commencent par ce nom-là iront sur ce serveur-là, et ainsi de suite. Nous, on est basé sur un système qu'on appelle la conscience, qui est vraiment notre gros différenciant chez OpenIO. Et en fait, la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que sur chaque serveur et chaque disque de la plateforme, elle récupère des métriques I/O, CPU, RAM, capacité, toutes ces informations métiers sur chaque serveur et chaque disque de la plateforme, remonte ces infos à la conscience, et c'est une configuration, mais la conscience va calculer un score de qualité pour chaque disque de la plateforme, entre 0 et 100, 0 mauvais, 100 très bon, et à chaque fois qu'on va opérer, donc dynamiquement, ça change toutes les secondes, c'est paramétrable, mais oula, j'ai touché l'écran, mince. J'ai eu des consignes fortes. Donc voilà, toutes ces informations sont mises à jour toutes les secondes, encore une fois c'est configurable, mais donc c'est très dynamique, et à chaque fois qu'on fait une opération sur le cluster, j'ajoute un objet,
je lis un objet, en fait, ça va se baser sur cette conscience pour savoir à un instant T quel est le disque de la plateforme le plus disponible en fonction de ce score de qualité et de ces métriques qu'on remonte pour faire l'opération. Donc, les bonnes choses derrière ça, c'est que ce qu'on appelle, nous, du coup, un on-the-fly best matchmaking, c'est-à-dire qu'on va vraiment, à chaque opération, choisir le meilleur nœud. Ce qui est bien derrière ça, c'est qu'on évite les points chauds. Je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est assez parlant, et il y a des gens de chez Dailymotion dans la salle qui ont un use case qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des vidéos sur Dailymotion, comme notre présentation ce soir, Stéphane et Seb, qui sont magnifiques, mais malheureusement, à part nos parents, peu de gens la verront probablement. Et une vidéo d'un chat qui tombe dans un carton qui va faire des milliards de vues potentiellement, ce qui est dommage parce que notre présentation est vraiment top, mais voilà, ils vont avoir peut-être des disques, si la donnée est placée, qui vont devenir très chauds parce qu'à un moment, une donnée est fortement accédée. Et en fait, nous, ce qui va se passer, c'est que si une donnée est trop fortement accédée, en fait, le score de ce disque va descendre parce que plus d'IO disponible ou peu importe la métrique qui descend à ce moment-là. Et en fait, on va aller driver les requêtes dynamiquement sur d'autres serveurs et d'autres disques. Donc on évite les points chauds, on ne rebalance pas, c'est ce que je disais avant, c'est que si je rajoute un serveur ou même un seul disque dans la plateforme, il va s'enregistrer dans la conscience, il aura un meilleur score que les autres parce que pas d'IO, pas de CPU utilisé, il est libre, pas de capacité, et il va prendre un tout petit peu plus de charge que les autres, il va tendre à revenir à un niveau homogène par rapport aux autres sans lancer le rebalancing. Donc c'est dynamique là-dessus, il n'y a pas besoin de lancer je rajoute un serveur, donc il faut que je redistribue toute ma capa, et ça peut être impactant. Je le dis quand même parce que souvent on me le demande, si jamais vous voulez mover de la data, on a quand même des mécaniques qui peuvent, si vous voulez forcer, certains veulent pouvoir déplacer de la donnée de serveur en serveur, on peut le faire. La plupart du temps chez nous c'est utilisé pour vider un serveur, mais de base quand je rajoute un serveur ou un disque dans la plateforme, il n'y a pas d'impact, et il va se remplir et il va tendre à revenir à un niveau homogène par rapport aux autres. On gère très bien l'hétérogénéité. Quand vous installez un software comme OpenIO sur une infrastructure, Kairos il en parlera, Seb en parlera de Kairos. Seb fait pas ça pour les 6 prochains mois, il fait ça pour 5-10 ans, je l'espère. Il faudra qu'on fasse un contrat médical, on en reparlera, mais disons déjà 5 ans. C'est-à-dire que le matériel chez Iguane, notamment qu'ils achètent aujourd'hui, ce sera probablement pas le matériel qu'ils auront demain, encore moins celui qu'ils auront dans 5 ans. Pas la même taille de disque, pas les mêmes CPU, pas la même RAM, enfin tout va changer. Et en fait, cette conscience est capable de détecter que sur des plateformes, on a des serveurs plus ou moins capacitifs, plus ou moins performants. Et en fait, la conscience va driver de façon à utiliser le maximum de chaque serveur et va pas être réduit, ou en tout cas, impacté, parce qu'un serveur est moins rapide, ça va pas ralentir tout le monde, on va utiliser tous les serveurs à leur pleine puissance. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, en termes de plateforme hétérogène, je vous invite à interroger Guillaume Delafont d'Aquaré, qui a probablement aujourd'hui la plateforme la plus hétérogène qu'on ait chez OpenIO, avec des serveurs avec 2 disques, des gros serveurs avec 40 disques, si je ne dis pas de bêtises. 30 ? Une trentaine. Enfin, en tout cas, il y a une plateforme très hétérogène, il pourra vous en parler. Parce qu'il a voulu faire des économies en utilisant du vieux matériel, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et aussi ce qu'on appelle le tiering et la QoS, c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre des règles, c'est-à-dire que la conscience va choisir, quand tu dis voilà, je veux stocker ma donnée et la répliquer 3 fois, va choisir les 3 meilleurs disques de la plateforme pour le faire, et on peut mettre des règles. Je veux 3 disques, mais sur 3 data centers différents, dans 3 salles différentes, dans 3 serveurs, peu importe, ça c'est des règles qu'on met dessus. Ou des règles comme, ok, je veux une copie sur du SSD pour la performance, 2 copies sur du SATA. Voilà, on peut mettre ce genre de règles. La conscience, c'est une mécanique qui va permettre de faire des choix du meilleur endroit, et on peut lui mettre des règles justement pour que les choix soient aussi drivés sur certaines choses. Et aussi, on peut dire tout à fait, si je prends le monde du S3, d'un bucket, dire voilà, certains buckets sont vachement importants, répliqués x3 sur 3 data centers, parce que c'est des documents légaux, c'est important. Et après, je stocke aussi par exemple mes logs dans OpenIO. Bon, les logs, c'est pas le truc le plus important, enfin en tout cas, si on le perd, c'est pas le plus dramatique. Et on peut se dire ça, par exemple, ça je le réplique pas, ou je le réplique que dans un seul data center. Justement, en parlant de sécurisation, c'est vraiment la partie importante chez OpenIO aussi, c'est qu'on a une solution qui est distribuée et répliquée, c'est-à-dire que quand vous stockez la donnée, elle est sécurisée, soit en faisant des copies, j'ai 3 copies de ma donnée, donc ça c'est bien parce que ça permet d'être très tolérant, mais qui dit 3 copies de ma donnée, par exemple, c'est configurable, on peut faire 2, 3, 4, 5, si j'en fais 3, c'est 300% entre données stockées et capacité prise sur disque, donc 300% sur le prix du matériel. Donc la plupart des gens passent sur de l'Erasure Coding. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'Erasure Coding,
Souvent, les plus techos m'en voudront, mais j'appelle ça du RAID logiciel, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la donnée va être coupée en plusieurs morceaux et on va en couper, il y en a déjà qui rigolent, en calculer des morceaux de parité, ce qui fait qu'en fait, si je prends un exemple qui est souvent utilisé, c'est le 6 plus 3, c'est-à-dire que mon fichier, quand je le pose, je le coupe en 6 morceaux, j'en calcule 3 de parité. Si je perds un morceau, je peux recalculer cette donnée perdue via la parité. Mais au lieu d'avoir x3, là j'ai que plus 5, enfin au lieu de faire plus 300% sur ma donnée, je fais que plus 50% d'overhead entre ce que je stocke et ce que j'ai sur disque. Là 100 Go, j'ai 300 Go sur disque. Là 100 Go, j'ai 150 Go sur disque. Ce qui permet du coup d'avoir les mêmes tolérances à la panne, mais avec un overhead, enfin en tout cas un coût bien moindri. Les data protection dynamiques, ça c'est ce qu'on utilise souvent chez des clients qui ont des petits, des gros, des moyens fichiers. On est capable aussi de dire voilà, les petits fichiers je fais de la réplication, les moyens fichiers je fais une autre mécanique de sécurisation et les gros fichiers encore une autre. On est capable de stocker, bon ça j'ai déjà dit, sur plusieurs data centers, plusieurs sites. On sait faire de la réplication synchrone et asynchrone. Synchrone, j'ai un data center ou data center très proche, latence faible, je fais de la réplication entre mes sites. Si j'ai un site très loin, comme à Singapour, on ne va pas faire du synchrone avec Singapour, on peut faire de la synchrone. Et du chiffrement si jamais vous êtes dans la sécurité. Je crois que tu vas utiliser. Non, faut qu'on te mette à jour ta plateforme. Voilà, là j'ai fini vraiment la partie stockage, qui est vraiment l'historique d'OpenIO. Là je vous parlais un peu de ce qu'on est en train de faire et ce qui sort, enfin, ce qui est sorti chez nous et qui est vraiment un peu plus l'avenir en termes de fonctionnalité chez OpenIO. Si vous avez des questions, je balancerai le micro après, on va finir la présentation. Donc ce qui est vraiment important aussi, ça c'est la deuxième partie, le deuxième outil d'OpenIO, c'est qu'on a parlé de stockage. Je stocke des images, des vidéos, des photos. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens, alors peut-être à part le backup et l'archivage, et encore, quand on stocke des données, on a toujours envie d'en faire quelque chose, de l'analyse, du traitement de la donnée, peu importe. Et en fait, ce qui est possible de faire avec OpenIO, c'est que chaque fois que je pousse un objet dans OpenIO, en fichier ou en objet, ça va créer un événement qui rentre dans un système de queue, BeanstalkD en ce moment. Et en fait, on est capable de se brancher sur ce système de queue pour récupérer les événements et lancer des traitements sur la donnée. Et ensuite, prendre d'autres actions. Si je vous le fais par l'exemple, ça c'est un exemple qu'on avait fait, vous pouvez retrouver les articles de blog chez nous, c'est voilà, je upload des photos massivement, des millions de photos, mais je vais pouvoir les catégoriser, on a déjà parlé aussi avec des clients en salle, catégoriser en disant voilà, ça c'est une photo ou une vidéo qui parle de tel sujet ou tel sujet, peu importe. Donc j'upload une photo d'un volcan, ça crée un événement. Je suis capable en fait, via l'événement, de lancer du machine learning, TensorFlow en l'occurrence, pour détecter des patterns dans l'image, donc là détecter que c'est un volcan. Et donc je vais pouvoir ajouter une catégorie sur l'objet. On peut faire des workflows plus complexes en les poussant après dans un Elasticsearch, et même enrichir la donnée en rajoutant des métadonnées dans l'objet en disant voilà, c'est un volcan. Ce qui permet en fait à terme, quand on a des millions voire des milliards d'objets, de dire voilà, quels sont les objets dans lesquels je peux retrouver ça. Si je vous donne des exemples plus pratiques, ça va être détecter dans des vidéos du contenu illicite, détecter dans des objets, lancer de l'antivirus pour détecter potentiellement des soucis. On a aussi des gens qui utilisent, typiquement c'est un autre exemple, ce système-là, pour dire voilà, j'ai mon cluster OpenIO, malheureusement j'ai pas d'autres sites, mais je veux quand même pouvoir pousser ma donnée ailleurs. Donc je garde tous mes objets sont dans mon cluster et j'en pousse une copie vers un cloud provider ou un de nos partenaires. Et ce qui permet en fait d'avoir une copie distante sur un autre data center. C'est-à-dire si jamais je perds tout mon cluster, ce qu'il est que sur un seul data center et que mon data center brûle, ce qu'on va essayer d'éviter, on a toujours une copie ailleurs. Voilà, ce genre de mécanique. Cette partie-là, c'est vraiment un système de queuing. Ici, à partir du moment où vous pouvez récupérer les événements et lancer, si je reprends ma casquette marketing qu'on me donne parfois, il n'y a que votre imagination qui peut vous limiter à cet endroit-là, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez après avec la donnée, mais faites quand même attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour finir, et j'en aurai fini sur ma présentation, on a tout un système de management, une CLI, une web UI. Tu en as parlé Stéphane, mais je vais l'expliquer. On a toute notre stack de monitoring, de déploiement. Pourquoi ça? C'est que si on reprend l'un des premiers slides et l'histoire d'OpenIO, OpenIO pendant quasiment 6 ou 7 ans, et j'en faisais partie, on était les seuls à administrer notre plateforme en production, parce qu'on le développait en interne pour cette grosse boîte d'IT, et on la mettait en production pour des clients et on l'opérait.
Donc quand on fait ce genre de choses, on est les premiers à être réveillés la nuit quand il y a des incidents, à avoir des soucis parce que le monitoring est mal fait, le déploiement est mal fait. Donc c'est vraiment au cœur d'OpenIO, ça depuis toujours, d'être sûr que notre solution soit opérable, administrable et facilement utilisable en production. C'est vraiment fait partie de notre cœur. Et donc c'est ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que quand quelqu'un l'installe, il n'y a pas de « faut que je redéveloppe tout un système de déploiement, faut que je développe tout un système de monitoring pour OpenIO ». On fournit ça en fait avec la solution directement. Et voilà. Ça, c'est un peu pourquoi OpenIO, avant qu'on passe aux autres. Bon, là, c'est plutôt la partie... C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez mentionné, mais OpenIO est open source, est resté open source, et le restera. Donc ça, c'est vraiment les raisons pourquoi. Et après, ça, j'ai mis un petit commentaire, parce que je m'occupe notamment beaucoup de la partie, ce qu'on appelle Customer Success chez nous, ou support. C'est vrai que c'est des choses que... ça, ce genre de phrase, vous pourrez le demander, parce qu'on a 2-3 qui sont clients à la salle. C'est des choses qu'on nous remonte souvent, sur pourquoi on est content avec OpenIO, c'est souvent sur la partie les partenariats, c'est tout le lieu de cette présentation, la qualité du support et surtout la disponibilité des équipes OpenIO. Et ça, il y en a plusieurs dans la salle, pour leur demander directement. Le fait qu'on ne ment pas sur ce point-là. Seb ? À moins qu'il y ait des questions, j'ai vraiment envie de lancer le micro. Ouais, c'est vrai, mais je ne vais pas le lancer loin, mais je le lance quand même. C'est quoi votre roadmap? Alors notre roadmap, donc là on veut, alors déjà sur notre système de release, on va commencer par là. Donc on release tous les 6 mois. Donc là on vient de sortir, donc on release en avril et en octobre. Donc là on vient de sortir à 18-10, octobre 2018. La prochaine roadmap, c'est que sur la partie Grid for Apps, là on va faire vraiment un focus. Aujourd'hui, on est capable de faire ce qu'on veut, mais on sait bien aussi que nos clients ont des besoins précis. Donc la première chose qu'on a mis à disposition, c'est l'indexation des contenus. Et là, on va rajouter d'autres services dedans. Je ne devrais pas le dire, mais peut-être la transco vidéo. Mais voilà, ce genre de rajouter d'autres services dedans directement. Donc ça, c'est sur la partie Grid for Apps. Sur la partie cœur d'OpenIO, ça ne va plus trop bouger parce que cette partie-là, on l'a quand même depuis 12 ans maintenant, donc on en est sûr. C'est plus sur la compatibilité avec S3, améliorer notre compatibilité S3 sur cette partie-là. Et après, chez nous, beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est compatibilité avec les outils du commerce, backup, archivage, file sharing, ce genre de choses. Et voilà. Tout ce qui est YAM aussi, Identity Management, pour les accès aux données. Ouais, je ne peux pas le lancer du coup. Alors, est-ce que tu peux nous détailler ce qui se passe quand on décommissionne un node? Oui. Alors, il y a 2 méthodes, la méthode brute et la méthode douce. La méthode brute, c'est en gros, je vire le serveur et je rebuild. C'est-à-dire, là, c'est l'équivalent d'une panne disque ou d'une panne serveur et j'ai perdu le serveur. Et donc je lance des rebuilds. Ça c'est la méthode brute qui est souvent privilégiée par nos clients à notre grande dame, mais ça ne change pas grand chose pour nous. Et l'autre méthode c'est ce qu'on appelle le mover, c'est-à-dire je set une target sur le serveur qui est de le vider. Et en fait ce qui se passe c'est que c'est comme pour le rebuild en fait, c'est que je vais, comme c'est distribué et répliqué ailleurs, je vais récupérer une autre copie ailleurs. Je demande à la conscience quel est le meilleur nœud pour repousser cette donnée ailleurs. Il va la pousser ailleurs, il la retire de notre annuaire. C'est notre système à 3 niveaux d'injection, ce qu'on appelle l'annuaire. Et du coup, après, on supprime la donnée parce qu'elle est plus référencée dans notre annuaire. Ah oui, non, j'ai pas répondu à la question. Mais je la lance quand même. Par rapport au stockage des objets, est-ce que vous isolez chaque client ou les clients partagent les mêmes objets? Enfin, les objets des clients sont partagés en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que si on prend le monde de l'objet, donc le S3, Swift ou nos propres API, on a un système, donc nous on appelle ça conteneur, parce qu'en 2006, on pouvait utiliser le nom conteneur sans que ça soit interprété, mal interprété. Donc on va parler de bucket S3, ce sera plus simple. Les buckets S3 sont isolés logiquement. Les données peuvent être sur le même disque, mais logiquement, on a des credentials pour accéder à la donnée, et un utilisateur ne peut pas accéder aux données d'un autre. Ça, c'est sur la partie YAM. Et après, ça, c'est toute la partie S3. Et on est capable aussi de dire, voilà, cet objet ou ce bucket, cet utilisateur-là a aussi le droit en lecture ou en écriture ou rien. Et on peut aussi partager les informations comme ça. Mais de base, dans la technologie, logiquement, pas physiquement, parce que les données sont mélangées, mais logiquement, les données sont isolées. Ouais, et physiquement, ça permet d'économiser de l'espace disque. Voilà. Voilà. Et, physiquement, on ne peut pas dédier des serveurs, bien que via nos storage policy,
On pourrait dire qu'un bucket, par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est souvent celui-là qu'on a, c'est que j'ai de la donnée qui a besoin de très haute performance, distribution de contenu pour un site web par exemple, et après des backups où voilà, on en parlait, le backup on n'a pas besoin forcément, on n'est pas à la milliseconde près sur des backups, et on a certaines plateformes où des clients demandent à ce que leurs images soient stockées que dans du SSD, et du coup ils ont ce bucket là, une storage policy particulière, c'est-à-dire donne-moi les meilleurs diesel plateformes mais que les SSD, et après sur le backup c'est les meilleurs serveurs mais qu'en SATA. Donc là même physiquement les données pourraient être isolées, mais techniquement c'est surtout logique. Pas d'autres questions? Ah si, il faut relancer le micro. Vous voulez le jeter? Attention. Oui, j'ai pas répondu. Alors je vais répondre pendant qu'on prend le micro sur Scality. Premier point, ils ne sont pas open source, on l'est. Voilà, bon ça c'est un premier point. Nous on est capable de commencer très petit. Ce que je disais, on est même capable de commencer sur une Raspberry Pi ou même un seul nœud. Après, faire du stockage distribué et répliqué sur un seul nœud, je le conseillerais quand même pas. Mais on est capable de commencer avec 3 nœuds et je dirais 1 giga de données par nœud, ça pose pas de problème. Après, si on n'a qu'un seul giga de données à stocker, je ne conseillerais pas l'object storage non plus, mais on peut commencer très petit. Donc ça, c'est un point aussi. Et après, le gros différenciateur avec eux, c'est la façon dont eux, ils stockent et distribuent la donnée. Et nous, notre conscience à côté. Voilà. Après ça, on pourra en reparler plus longuement, mais si on sait les 3 points qu'on remonte, c'est cette partie open source, commencer petit, et nous, notre distribution de la donnée qui se fait de manière dynamique et, on aime à dire, intelligente. C'est un gros batterie, en fait, la distribution de la donnée. On peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que nous, on a un annuaire avec 3 niveaux d'indirection qui est en fait, on demande au premier niveau, qui nous donne le deuxième niveau. Un batterie à 3 profondeurs. C'est ça, exactement. Et alors, tu connais Infinity-SH? Oui. Est-ce qu'ils ont le même système de batterie ou... Ouais, mais alors, eux n'ont pas cette conscience derrière qui permet de distribuer... Ah, d'accord. Ce que je rajoute aussi par rapport à cet annuaire, c'est que c'est aussi un point fort d'OpenIO, c'est que l'annuaire se base aussi sur la conscience. C'est-à-dire quand je veux rajouter un nouvel objet, et que j'ai rajouté un nouveau serveur, il va demander aussi à la conscience quel est le meilleur disque de la plateforme pour rentrer cette nouvelle donnée dans l'annuaire. C'est que quand je scale avec OpenIO, je rajoute un serveur avec des disques, je scale ma capacité à stocker de la donnée, des métadonnées et des nouvelles entrées dans l'annuaire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de limite. C'est qu'en fait, quand on scale tout. Attention à toi. Et l'annuaire, il utilise la conscience pour savoir où il stocke ses données? Ah, où il place. Oui, tout à fait. Ça fonctionne comment du coup? Et bien du coup, quand tu crées une nouvelle entrée dans les méta 2, les méta 0, les méta 1, il interroge la conscience. Non, mais oui, les métas sont dans la conscience aussi, comme les RDIR, comme tous les services d'OpenIO, ils sont tous dans la conscience. Tu supportes des serveurs hétérogènes, mais si demain je veux faire un truc super optimisé, tu recommandes quoi comme serveur? Ouais. Non, mais pas en marque, mais en termes de... genre, est-ce que je prends du NVMe Non, mais sinon, j'ai une petite boutique qui vend du matériel, on en fait du super. Rue Montgalet, ouais, c'est ça. Non, le grand classique, on va dire, c'est du serveur x86 assez dense, mais c'est plutôt sur les grosses capacités, plusieurs dizaines jusqu'à presque 100 disques, et 0,5% de SSD par rapport au SATA. Ça, c'est le grand classique sur la plupart de nos plateformes. Après, ceux qui font que du backup et de l'archivage n'ont pas besoin de SSD, ils n'en mettent pas, c'est pas grave. Ça dépend vachement du use case. Ça dépend du use case. Mais je te dis, le grand classique, c'est ça. C'est des serveurs qui vont avoir entre 40 et 80 disques. Grand classique, hein, parce qu'il y en a là-bas qui en ont beaucoup moins, genre 2 ou 3. Mais c'est ça. Et dedans, 1 ou 2 disques SSD qui correspond à 0,5% de la capa SATA. C'est le grand classique pour de la performance, de la bonne performance. Ça vient d'où ce 0,5% En fait, c'est 0,5%. Du cache ou la méta Non, les 0,5%, c'est ce qu'on a constaté au bout de 12 ans. On met notre annuaire là-dessus, en fait, notre bitterie, comme tu disais. Et c'est ce qu'on constate au bout de 12 ans, c'est que, grosso modo, cette partie-là, ça dépend de plusieurs paramètres, mais à 0,5%, on est vraiment large. C'est ce qui est à peu près la volumétrie que prend notre annuaire versus la capacité stockée derrière. Après, ça dépend de plein de paramètres. Plus les objets sont gros, plus la capa de l'annuaire est petite, parce que ça fait peu d'entrées pour... Voilà.
C'est pas pour une question, mais c'est pour répondre. Je laisse côté le micro. Vas-y. Nous, justement, comme souvent, on a cette question de qu'est-ce que je dois mettre comme matos. Je sais pas s'il marche. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je dois mettre comme matériel pour stocker? En fait, sur la plupart des SDS, de toute façon, il y a des règles. Donc eux, par exemple, ils ont un sizing guide qui explique, voilà, en gros, les règles à respecter pour le monde idéal. Donc tous les SDS, il y a une corrélation entre le nombre de disques et le nombre de corps de CPU et de mémoire qu'il faut que tu aies. Donc ça, voilà, ça permet de... si tu veux respecter complètement le design, ça marche comme ça. Ma question, c'était aussi un peu, est-ce que par rapport à la réplication, est-ce que tu as envie d'avoir plutôt genre 3 gros serveurs énormes, ou est-ce que tu préfères avoir 9 serveurs un peu plus petits Ça va dépendre vraiment du besoin en termes de résilience. Est-ce que je veux être capable de perdre un serveur? Si c'est qu'un serveur, 3, c'est bien. Si je veux être capable de perdre 1, 2, 3, 4 serveurs, à ce moment-là, il faut plus des plus petits pour avoir plus d'axes. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du scale. C'est-à-dire que souvent, on dit on va plutôt tendre vers la résilience, donc avoir beaucoup de serveurs pour être sûr d'être capable d'en perdre plusieurs. Après, certains veulent beaucoup de densité et sont moins regardants sur la résilience, c'est possible. Et à ce moment-là, plutôt partir sur des serveurs très denses et moins de serveurs. Au final, c'est souvent une question de prix aussi. C'est-à-dire, dans l'idéal, tu veux tout distribuer, donc tu veux avoir beaucoup de serveurs, le plus petit entre guillemets possible, parce que ça réduit ta fenêtre de risque. Un serveur qui dégage, il n'a pas beaucoup de données, il ne traitait pas beaucoup de requêtes, etc. Dans la même lignée. Attends, il faut que tu prennes le micro parce que sinon tu t'entends pas. Oh, vas-y. Dans la même lignée, quid, vous avez parlé beaucoup d'X86, quid d'ARM? Oui, donc ARM, donc j'en parlais avec les Raspberry Pi, c'est pas fait pour faire des gros clusters, je l'ai dit. L'idée qu'on avait derrière ça, et ça va recouper un peu cette question-là, c'est qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'avec les disques qui font, enfin les serveurs qui font maintenant, 80, 90 disques, 100 disques, et des disques qui font 10, 12, 14 Tera, c'est que grosso modo un serveur peut faire quasiment un péta aujourd'hui. Et l'une des grosses problématiques, c'est qu'est-ce qui se passe en production quand je perds un péta d'un seul coup, parce que la carte mère grille, ou plus courant, parce que je l'ai fait pendant longtemps, un mec qui est un petit peu énervé et reboot le mauvais serveur, ou en tout cas shut le mauvais serveur. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un péta, pardon. Et le Goldfinger, comme on l'appelle chez nous, qui shut le mauvais serveur. Et donc chez nous, l'idée de l'ARM, c'est pas juste... Bon, c'est rigolo pour les développeurs de rester sur ce trend-là, mais l'idée qui est derrière ça chez nous, c'est qu'on développe un peu aussi des... Alors on ne développe pas le hardware, mais via des partenaires, la possibilité de créer du hardware qui va en fait donner un disque avec dessus un serveur ARM, et donc un châssis dans lequel on va retrouver 90 par exemple, mais pas 90 mais 90 nœuds, parce que chaque disque est un nœud sur lequel on vient installer l'OS, notre soft, qui est capable de tourner sur ce genre de système, et ce qui permet en fait d'avoir à la fin des infrastructures où on va avoir justement cette capacité d'avoir de la grosse résilience parce qu'on va avoir 80 nœuds, mais dans 4 rues, ou enfin peu importe la taille du châssis, mais de se dire que le domain failure, c'est ce qu'ils appellent, c'est-à-dire c'est quoi mon unité de failure, ne devient plus un serveur à 1 péta, mais un disque de 10 Tera. Avec la même place en salle. Voilà. Donc c'est des châssis où on a un backplane réseau en dessous, on vient les fichiers dedans, et il y a un switch derrière. Et en fait, du coup, ce serveur qui est à l'origine sur x86 avec une seule carte mère, et donc un peu SPOF, devient en fait 80, enfin peu importe le nombre de disques, mais 80 serveurs dans une box. C'est ça l'idée qu'on poursuit. On a déjà des clients là-dessus, donc on le met en avant, oui. On a encore beaucoup d'architecture, on fait beaucoup d'architecture 86, mais voilà, c'est ça l'idée derrière le ARM dont parlait Antoine. C'est pas que le fait de dire ok, vous pouvez faire de la Raspberry Pi et nos développeurs s'amusent avec ça, vous pouvez le faire, vous allez vous amuser, ça c'est pas un problème. Mais c'est vraiment l'idée d'essayer de changer un peu le paradigme là-dessus, parce que les disques grossissant tellement et les serveurs aussi étant de plus en plus denses, on a ce problème qu'on appelle le domain failure. Et ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est aussi comment je fais pour avoir de la donnée qui est sécurisée alors que je ne dois stocker que 100 Tera par exemple, et que le moins de serveurs fait tout de suite 120 Tera, un châssis qui fait 12 disques, et je dois en acheter 3 parce que je dois faire la PS x3, donc je dois déjà sortir 360 Tera alors que j'avais peut-être que 50 Tera à stocker, quoi. Ce genre de réponse ce genre de questions auxquelles on souhaite répondre avec ce genre de hardware. Vas-y. Mais du coup, depuis tout à l'heure, je lance pas le micro si vous me le ramenez pas. Vas-y. Et tu peux gérer aussi des classes de stockage aussi. Voilà. Aussi, l'idée encore plus derrière ça, c'est alors via le grid for apps ou via nos classes de stockage, de dire voilà, j'ai ma donnée sur du x86, voire SSD rapide, et j'ai ce back-end de stockage plus dense,
avec un domaine failure plus faible, pour stocker soit une seule copie de ma donnée, soit tout un réplica. Enfin, voilà. D'avoir aussi des architectures à plusieurs niveaux comme ça, et qui est capable de stocker plusieurs types de données, et de se dire que toute la donnée qui a un mois, je la garde sur mon x86 avec mes SSD, et après je les pousse dans ces serveurs basés sur ARM. Avec l'efficacité énergétique du ARM. Et efficacité gérée. Oui, après, il y a tous les bienfaits du ARM. Densité, efficacité énergétique. Oui, c'est vrai que... Efficacité énergétique aussi. Et puis l'idée de, voilà, j'ai un serveur qui est cassé, ou un disque, j'arrache le disque et le serveur. Et dans les dernières... avec nos partenaires, les derniers trucs qu'on a vus, ça coûte, je crois, $6 le serveur ARM. On met sur le disque, parce qu'ils les font à grande échelle. Donc arracher un serveur avec son disque, bon, voilà, c'est pas... Le disque, de toute façon, coûte plus cher. Enfin, c'est alors, SDS, c'est open source. Est-ce que tout est open source ou est-ce que... bonne question. Closed source, hein, alors, s'il y en a. Oui, il n'y a pas de... Toute la partie SDS et objet est open source, Swift, S3, tout ça. Ce qui ne l'est pas aujourd'hui, open source, c'est la partie fichier. Et le back-end de Grid4Apps qu'on est en train de développer. Je fais le petit distinguo, c'est que tout ce qui est event qui arrive dans une queue, ça c'est open source, et vous pouvez construire votre script au-dessus de ça. Il y a 2-3 articles de blog qu'on avait écrits avec Maxime d'ailleurs à l'époque, qui expliquent comment le faire. Et après, nous, on a toute une mécanique qu'on est en train de développer et de mettre à disposition, qui va prendre les événements et réutiliser cette mécanique justement de la conscience, même principe que pour le stockage, c'est je dois faire une transcode image. J'ai besoin d'un GPU, quel est le GPU le plus disponible à l'instant T sur la plateforme, et ça va driver cette requête qui va lancer dans un conteneur, un vrai ce coup-ci, un conteneur au sens Docker, va lancer le traitement dans ce conteneur pour faire le traitement de la donnée. Et après l'IHM que j'ai montré, alors pareil, hein, les parties monitoring, alerting, ça font partie de l'open source, et après l'IHM que je vous ai montré ne l'est pas. Après ça, c'est pas une licence achetée, c'est qu'on la donne, entre guillemets, quand on souscrit au support. C'est notre business model assez classique d'open source, c'est que le soft est open source, donc techniquement on peut le faire tout seul, et nous on offre une souscription qui donne l'accès au support à cette web UI. Oui, l'IHM elle n'est pas sur GitHub. Elle n'est pas sur GitHub. Ok. Oui. Pas d'autres questions, on va passer du coup use case client avec Seb. De toute façon, si vous avez des questions, je suis encore disponible après s'il faut. Bon. Donc bonsoir à tous. Donc moi je suis Sébastien Belot, je suis le VP Infra et Sécurité de Keros. Donc Keros c'est une entreprise encore toute jeune qui évolue dans le domaine de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre but c'est d'utiliser plein de sources de données. Donc que ce soit de l'image satellite, de la donnée de réseaux sociaux, de la localisation de bateaux par exemple, pour essayer de prédire en fait un peu le comportement du marché de l'énergie, donc que ce soit le marché du pétrole, du gaz ou même d'énergie renouvelable. Et voilà, et donc en gros c'est pour derrière essayer de rendre tout ça un peu plus transparent, parce qu'en fait traditionnellement toutes les entreprises qui sont dans le marché de l'énergie, par exemple les données de production, etc., ce qu'elles ont vendu dans le mois, c'est quelque chose qu'elles aiment bien garder assez secret, assez proche d'elles. Donc nous, en analysant de la donnée qui est publique, essayer de déterminer donc justement toutes ces infos. Et aussi, je ne l'ai pas dit, on est tout jeune, on a fêté nos 2 ans il y a, je crois, un peu avant cet été. Et on est en pleine croissance, on a levé 20 millions là, il y a quelques semaines. Merci. Donc voilà, donc comme je le disais, comment est-ce qu'on arrive à faire nos prédictions? Donc on récupère plein de sources de données, que ce soit donc de l'image satellite. Donc plusieurs satellites. Donc par exemple, on récupère de l'image depuis les satellites Sentinel. Donc Sentinel, c'est un projet européen de satellites. Je crois qu'il y a 3 versions différentes qui vont, et en fait donc les satellites vont nous envoyer des images sur différentes
bandes de fréquences, donc on n'aura pas forcément la même donnée. Par exemple, on aura des images qui vont complètement ignorer les nuages. On aura des images où on pourra avoir de l'info thermique, par exemple, etc. On va aussi récupérer des choses comme les localisations des tankers qui transportent du pétrole. Donc, on va aussi regarder, par exemple, un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on va envoyer tout ça dans des algos de machine learning qui tournent sur du Hadoop pour justement faire de l'analyse automatique. Donc ça, c'est un petit exemple d'image satellite. Donc ça, c'est un champ qui récupère du pétrole. Donc ça, c'est le flaring. Donc c'est quand on va récupérer du pétrole, en fait, il va y avoir à un moment une émission de gaz, et donc en fait ce gaz est brûlé, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut très très bien voir sur des images satellites. Donc on récupère des images sur une période de temps, et derrière donc on peut voir qu'il y a de l'activité. Et donc après, en fonction de ça, ça nous permet d'estimer au moins de savoir si le champ est en activité ou pas. Donc ça, autre exemple, donc ça se voit pas forcément très bien, mais c'est un tank de stockage de pétrole. En fait, le toit est mouvant, donc plus il va être rempli, plus le toit va monter, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir via satellite. Et donc en estimant ça, ça nous permet de récupérer, d'estimer le volume de stockage. Et voilà, donc ça, autre exemple, c'est à peu près la même chose. Et donc, voilà, donc on ne fait pas que du pétrole ou du gaz, on fait aussi sur de l'énergie renouvelable. Donc là, par exemple, c'est des mines de lithium. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on récupère comme info ici. Je pense que c'est l'imagerie thermique, vu les couleurs. Parce que donc, le lithium, pour le faire, donc c'est miné, après, il faut faire sécher le minerai pour vraiment récupérer le lithium derrière. Stocker les images satellites, c'est très bien, on peut voir beaucoup de choses, sauf que le souci, c'est que ça prend un peu de place. À titre informatif, une image satellite, ça va peser entre 500 mégas et 1,5 giga. Donc en gros, les satellites, quand ils vont passer sur la planète, ils vont récupérer, donc en fait, ils vont balayer des zones. Ces zones, derrière, sont ensuite découpées. Et donc, ces zones, je ne sais plus combien elles font, je crois que c'est quelque chose comme 50 km sur 50 km. Dedans, on a plusieurs bandes de fréquences, donc on aura plusieurs images différentes. Et donc, voilà, donc entre 500 et 1,5 giga par image, suivant le type. Et donc, ça monte très très vite. Donc là, sur le graphe, vous voyez, donc ça remonte, alors pas tout à fait au début de notre usage de S3. Du coup, ça remonte jusqu'en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air. Donc on avait déjà un peu de données. On avait quelques DRA déjà à cette époque-là. L'entreprise était encore toute jeune. Les produits commencent à se lancer. D'un coup, on a rajouté beaucoup de régions parce que, alors, bien sûr, on stocke pas les images satellites de toute la planète. On va stocker uniquement les images des endroits qui nous intéressent, ce qui représente déjà pas mal. Et voilà, comme vous pouvez le voir, une croissance assez folle. Surtout au début. Ensuite, après, on a un peu diminué, mais ça restait constant. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'était quelque chose comme 50 Tera de données par semaine. Donc ça monte vite. La facture AWS monte encore plus vite. Et donc, alors la grosse chute que vous pouvez voir, en fait, c'est justement, une fois qu'on avait pris la décision de migrer vers l'OpenIO, il y avait quand même la grosse question de comment est-ce qu'on va bouger un Tera de données. C'est pas drôle, c'est compliqué. Donc on s'est dit, alors déjà, on va faire un peu de ménage. Parce que pendant longtemps, en fait, on gardait des images non compressées, on gardait des images non retraitées encore. Donc ça, on a fait plein de ménage. Donc on a réussi à diviser quasiment par 3, ouais. Quasiment par 3, je crois. Et donc on est redescendu un peu en dessous des 400 Tera. Et là, c'est reparti, on est retombé à, je crois, on doit être à 550 Tera aujourd'hui. Mais bon, ça se calme un peu. Après, c'est qu'on a aussi des gros bursts de rajout de données. Il suffit qu'on décide d'analyser une nouvelle région. D'un coup, on va rajouter tout un historique d'images satellites parce qu'on va pas prendre qu'un seul jour.
on va prendre sur plusieurs années avant pour tout analyser, pour voir l'évolution. Et donc, en gros, c'est pas impossible qu'on ait un autre pic, un peu comme au début, d'ici quelques mois. Donc voilà, donc la facture AWS qui monte. Alors, j'ai pas mis les montants, mais bon, voilà. On voit, ça monte très vite. Alors, en sachant que là, en vrai, il n'y a pas que le montant S3, il y a aussi l'EC2. Parce que justement, vu qu'on stockait la data dans S3, qu'elle était traitée en partie, on avait besoin d'avoir le C2 pour faire le traitement, pour pas payer la bande passante en plus. Parce que donc ça, alors à titre d'exemple, on avait quelques jobs de machine learning qui avaient été lancés sur nos clusters Hadoop qui, à l'époque, étaient chez OVH, maintenant sont chez Iguane. Le job, je crois, nous coûtait environ 500 € par run parce que juste le fait de télécharger, juste en bande passante, juste le fait de télécharger les images. Donc on l'a lancé une fois, 2 fois, on a regardé la facture, on a fait non, on va peut-être attendre un peu. Donc alors pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'OpenIO ? On voulait quelque chose qui était chez nous. Alors moi, déjà parce que je suis pas fan de tous les vendeurs de cloud, Amazon, AWS, Amazon, Google, etc. J'aime pas le côté un peu boîte magique qu'ils peuvent avoir. J'aime pas le côté de lock-in qu'il y a. Une fois que vous avez monté toutes vos infras chez AWS en utilisant que les produits AWS, bon courage pour en sortir. Alors néanmoins, quelque chose de très important, la compatibilité S3, parce que voilà, c'est un peu le protocole standard de facto pour faire du stockage objet aujourd'hui. Tout le monde s'en sert, c'était pas réaliste de demander à tous nos data scientists, tous nos devs de leur dire non, donc en fait on va changer la solution de stockage, donc il faut que tu revoies tout ton code pour récupérer la data d'une autre façon. Je pense qu'ils n'auraient pas vraiment apprécié. Open source, très important, pareil, le côté boîte noire des solutions propriétaires, on ne sait pas trop comment ça marche, ça s'est installé sur un serveur, t'inquiète, ça marche, il n'y a pas de souci, c'est pareil, voilà, je ne suis pas très fan. Et aussi un point important, le support. Parce que donc pour nous, le stockage d'images comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est très critique pour le business. On ne peut pas se permettre que ce ne soit pas disponible pendant une journée ou même moins. Si jamais les données ne sont pas disponibles, ne serait-ce que pendant quelques heures, le jour où on a un job qui doit analyser les données pour justement préparer une publication pour nos clients, et que les données ne sont pas disponibles, c'est catastrophique en termes de résultats. Donc on avait comparé quelques solutions assez rapidement et vraiment c'était OpenIO qui remplissait tout. En plus, je connaissais déjà la solution un peu d'avant. J'avais déjà eu des retours d'expérience, donc ça, je pouvais un peu y aller les yeux fermés. Je savais qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Donc notre cluster OpenIO. Qui, donc je pense que ça représente quelques milliers de Raspberry Pi, je sais pas. Donc des machines qui sont en taille qui sont, je pense, assez moyennes par rapport à ce que vous avez. Ok. Donc en gros, ce qu'on a, c'est surtout, donc on a 16 disques de 10 Tera et plus de SSD pour vraiment du. Je crois qu'on va surtout mettre les méta dessus, non? Ouais. Plus une petite machine, une machine pour l'administration. Donc c'est là où on va voir le monitoring, etc. C'est un autre bon point d'OpenIO, c'est que de base, on a des jolis dashboards Grafana qui remontent vraiment tout l'état du cluster. Il n'y a pas besoin de faire les choses soi-même. Et même si on veut les faire soi-même, derrière le monitoring c'est le standard, c'est du NetData, c'est du Prometheus. Ça, on peut se plugger dessus comme on veut. Il n'y a aucun souci pour envoyer ça ailleurs, etc. C'est vraiment ultra standard. Et donc tout ça, ça nous donne environ 2 pétas de stockage en brut. Et donc en prenant en compte les Razor Coding et la réplication, je crois qu'on est environ à 1 péta 2, peut-être un poids moins, je crois, entre 1.1 et 1.2 environ.
en sachant que le cluster à la base a été, on devait partir sur 2 pétas de stockage utilisable, mais on a choisi de prendre un peu moins pour l'instant parce que donc justement on avait pu faire un peu de ménage. Et donc comme Guillaume le disait tout à l'heure, une des forces OpenIO, c'est on peut rajouter des machines quand on veut. Donc là par exemple le plan actuel, c'est dès qu'on voit qu'on atteint les 75-80% d'utilisation du cluster, on demande à Iguane gentiment de nous racheter des machines, de nous rajouter des machines. Et voilà, magie, on passe à 2 pétas sans rien. Donc, alors, comment migrer beaucoup de données, beaucoup trop de données même. Donc, alors, Amazon va proposer des solutions, notamment la Snowball. Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros, c'est des espèces de gros boîtiers remplis de disques que Amazon va vous envoyer. Donc, en gros, on va dans sa console AWS, on dit je veux une Snowball pour exporter ma donnée. Ils vont prendre ça, ils vont mettre ça dans leur data center. Ils vont remplir depuis la data, avec la data qui est dans vos buckets S3, et vous l'envoyer, vous la prenez, vous la branchez dans votre data center, vous copiez la donnée, et voilà. Oui, et voilà, donc il y a aussi des limites de temps, il y a 10 jours pour copier la donnée. Donc alors ça peut être un peu compliqué parce qu'une Snowball c'est entre 50 et 70 Tera, il y a plusieurs modèles, donc si vous avez un péta de données à bouger, ça fait quelques snowballs. Voilà, en plus une snowball c'est pas facile à transporter, c'est assez gros, c'est assez lourd. Alors si vous voulez rigoler un peu, genre allez, je crois sur le channel YouTube d'Amazon, ils ont fait des démos de snowball qui résistaient à des explosions, vraiment pour montrer que voilà, votre donnée elle est en sécurité quand elle est dedans. Donc voilà, donc la snowball c'est très bien, c'est très rapide. On n'est pas limité par sa vitesse de connexion Internet. Donc quand on veut transférer beaucoup de données, c'est magique. Le souci, c'est que derrière, il y a si on veut modifier la donnée qui est dans les buckets alors que les snowballs sont en transit ou qu'on est en train de copier, on est un peu bloqué. Parce que si on met à jour la donnée, après il va falloir faire un peu de la réconciliation pour savoir ah tiens cette donnée on l'a pushée en plus, mais non elle est là. Ça peut être un peu compliqué à gérer. Et en plus, même si AWS vous envoie ça par transporteur, vous payez quand même la bande passante, comme si vous aviez téléchargé la data depuis Internet. Donc quand vous avez un péta de données, alors un péta je sais pas, mais je crois qu'on doit être 80-90 000 euros de juste de bande passante pour la sortie des données. Donc voilà, donc ça monte assez vite. L'autre solution qu'on avait envisagée, c'était de faire de la AWS Sync juste avec la clé AWS. Ça marche très bien, ça gère tout pour vous. Ça vérifie que les fichiers, ça va synchroniser que les fichiers qui ne sont pas présents vers la destination. Ça aurait été très bien. Le souci, c'est qu'en fait, le protocole S3 ne permet pas de synchro 2 buckets différents qui sont sur vraiment en fait sur 2 infras différentes. Amazon permet de le faire entre 2 régions, mais parce que ils ont contrôle serveur, etc. J'ai regardé pour le faire, pour l'implémenter dans la clé AWS, et en fait non, au début j'étais tout content parce que je voyais que le client en fait supportait presque la synchro entre 2 buckets, enfin 2 comptes différents, et en vrai non, c'est la partie serveur en fait a besoin de le supporter aussi. Donc ce plan était un peu à l'eau, et donc sinon après j'aurais pu tenter de faire de la synchro locale puis envoyer vers OpenIO. Le souci de ça, c'est que quand on a un bucket qui fait 500 Tera, j'ai besoin d'une machine avec 500 Tera de disque. Et là, ça va être un peu compliqué à trouver aussi. Et la dernière solution, c'est un proxy intelligent avec beaucoup de guillemets autour d'intelligent. Donc en gros, c'est quelque chose donc, qui tourne devant votre OpenIO. On fait une requête sur un fichier, il va vérifier qu'il est dans OpenIO. S'il n'est pas, il forward la requête à S3 et il vous stream la réponse. Il envoie ça après, il envoie un ordre dans une queue ou quoi que ce soit pour dire ah tiens ce fichier là il y a besoin de l'importer dans OpenIO. Voilà. Donc l'idée est pas mal. Le souci avec ça c'est que ça peut un peu gêner les utilisateurs. Typiquement moi dans mon cas vu que je me base en fait sur le fait que le fichier n'est pas dans OpenIO. Si jamais un utilisateur essaye par exemple de faire un ls sur un bucket,
en fait, le bucket est présent dans OpenIO. Donc du coup, le LS ne va retourner que les résultats qui sont présents dans OpenIO et va complètement ignorer S3. On pourrait potentiellement corriger ça, mais ça demanderait, je pense, pas loin de réimplémenter complètement un client S3 et j'avais pas vraiment envie de m'embarquer là-dedans. Donc, au final, donc la solution qui a été réutilisée, donc ça a été le proxy intelligent. Donc, alors, c'est une solution qui a déjà été utilisée par d'autres clients d'OpenIO, qui marchait très très bien, sauf qu'en fait leur use case était différent d'une autre. Eux, c'était beaucoup de petits fichiers, quelques mégas si je dis pas de bêtises, kilos même. Sauf que moi, mes images, elles peuvent faire jusqu'à 1,5 giga. Donc, genre avoir un bout de Python qui est appelé par Nginx et où la data est streamée entre les deux en permanence, etc. J'avais vraiment peur de soucis de performance. Et aussi le script en fait ne supportait pas en fait on va dire les permissions, parce que en fait pour l'import il avait une seule clé. En fait il avait une seule clé d'accès S3. Donc il y avait vraiment aucune notion de permission. C'est si jamais un utilisateur faisait une requête, du coup la requête en vrai vers S3 aurait été faite avec une clé entre guillemets d'admin et donc aurait pu potentiellement lire toute la donnée. Donc j'ai réfléchi comment faire et je me suis dit au final j'ai déjà un proxy qui est très performant, Nginx. Oui, j'en ai pas parlé, mais en gros en termes d'archi, j'ai un Nginx devant OpenIO pour faire juste la terminaison SSL qui va forward tout ça derrière sur un SHA-proxy et qui lui-même va rebasculer sur tous les nœuds OpenIO en fonction. Donc, Nginx a une... Alors, c'est pas de base, mais Nginx, on peut embed du Lua dedans. Donc, Lua, pour ceux qui connaissent pas, c'est un langage de programmation qui est très très rapide, qui est très très facile à embarquer. Par exemple, c'est énormément utilisé dans le jeu vidéo pour faire de l'intelligence artificielle. Par exemple, voilà, WoW, je crois, tous les modules, tous les plugins de WoW, c'est du Lua. C'est parce que voilà, c'est vraiment très simple à embarquer, c'est magique. Et donc Nginx, on peut lui dire, il y a un module Lua avec, donc comme ça Nginx, on peut carrément lui faire exécuter du code Lua à chaque requête. Donc là, la stratégie qui a été choisie, c'est donc on rajoute un handler Nginx sur le code error 404. Donc ça veut dire que OpenIO nous a dit non, moi j'ai pas trouvé cet objet-là. Donc dans le handler derrière, donc il y a juste 4 petits fichiers Lua. En vrai, il n'y a vraiment aucune logique dedans de check d'accès ou quoi que ce soit. Le premier fichier va juste récupérer en fait, les fichiers, ils vont juste set différentes variables Nginx. Donc le premier fichier va juste récupérer le nom de bucket, parce que donc quand on fait une requête S3, le nom de bucket est soit dans l'URL, soit dans le FQDN, suivant comment il est accédé. Derrière ensuite, je récupère l'access key qui sera utilisé pour faire la query S3. Donc en gros, c'est juste un fichier avec une petite table de correspondance entre l'access key qui est utilisé pour OpenIO et l'access key de l'utilisateur sur S3. Derrière, je récupère sa secret key. Donc alors ça, c'est vraiment la partie qui me gêne le plus dans ce design, c'est que mon Nginx a des secret keys d'accès à AWS pour tous mes utilisateurs. Donc après, en théorie, mon Nginx n'est pas censé se faire compromettre, etc. Mais ça fait quand même un petit, une petite fuite d'infos potentielles. Après, voilà, c'est temporaire et on pourrait même imaginer que le Nginx n'a pas directement les clés, on stocke ça dans du Vault ou n'importe quoi, il va query quand il y a besoin et voilà. Et le dernier script, lui, va recalculer la signature de la requête S3. Donc, parce que quand vous faites une requête vers S3 pour vous authentifier, en gros, on va prendre le nom du bucket, on va prendre le type de requête, on va prendre tous les arguments qui sont passés à la requête et on va calculer un schmack là-dessus, utilisé comme secret, donc la clé secrète AWS. Donc derrière, Amazon de son côté fait la même opération, compare le résultat et si le résultat est bon, ça veut dire que vous avez le droit d'accéder au fichier. Et derrière, on forward juste à AWS. Et voilà, et c'est leur problème de nous donner la data.
Et ensuite, donc ensuite vraiment copier la donnée, tout du moins pour la mettre dans une queue pour savoir que je dois télécharger ce fichier-là. Alors donc là, j'utilise une feature qui n'est pas documentée d'Nginx qui s'appelle PostAction. En gros, c'est quelque chose qui vous permet, après le traitement d'une requête, d'envoyer une copie de cette requête-là vers une autre location Nginx. Juste, elle n'est pas documentée parce que en fait, cette requête en fait, va complètement bloquer la connexion Nginx tant que le post-action n'a pas fini de traiter la requête qu'il a reçue. Donc, dans certains cas, si on fait un peu n'importe quoi, on peut complètement éclater en deux le proxy. Mais là, moi, dans mon cas, au final, je reçois juste l'URL. Donc, je prends l'URL, je prends le nom du bucket, je prends l'objet, je push ça dans un Redis. Et c'est bon, c'est quelque chose qui est quasiment instantané. Alors ensuite, la gestion des utilisateurs. Donc quand on est sur AWS, c'est magique, on a la console S3, on a IAM, on peut faire plein de choses, c'est trop bien. Donc l'hôte sur OpenIO, c'est géré par Keystone. Alors Keystone, donc projet OpenStack, on aime, on n'aime pas, on va dire que ça peut être un peu complexe à prendre en main. Faut beaucoup aimer lire des ID de 32 caractères dans tous les sens, c'est un peu... Ça pique un peu les yeux de temps en temps. Donc la clé Keystone, c'est bien quand on veut faire du test, quand on veut créer 2-3 clés d'utilisateurs. Mais bon, moi, je crois que j'ai environ 50 personnes qui ont besoin d'avoir des accès sur les buckets, avec des droits différents, etc. Donc c'était pas réalisable. Il n'y a pas vraiment de tool pour manager des users Keystone. Alors OpenIO, dans leur web UI d'admin, ils ont une section pour créer des utilisateurs Keystone, pour les gérer. Le souci avec ça, c'est que automatiser du clic-clic sur une web UI, c'est pas facile et c'est pas super optimal. Ok. Mais alors du coup, moi, ce que je fais, Quelle documentation? Donc en gros, derrière juste un petit script qui va causer directement à l'API Keystone, qui se prend une liste de groupes en paramètres. Donc voilà, moi je dis que je veux que le user 1@keros.com fasse partie du groupe admin, et ensuite je veux que par exemple le user 2@keros.com fasse partie du groupe Data Science Dev, etc. Donc voilà, en fait, et ça permet aussi d'émuler, donc encore une fois avec beaucoup de guillemets, un peu les policies, enfin le IAM d'AWS. On a une notion de groupe, etc. Donc une fois qu'on a nos groupes, c'est très bien. Par contre, il faut s'en servir pour mettre des ACL sur les buckets. Les ACL sur les buckets, c'est quelque chose que personne n'utilise en vrai. Tout le monde fait de la policy IAM. Parce qu'en fait, pour une très bonne raison, les ACL sur les buckets AWS, c'est quelque chose qui est legacy maintenant, qui est considéré comme legacy par Amazon, qui a été remplacé par les policiers IAM, et pour une très très bonne raison, parce que c'est extrêmement compliqué à utiliser correctement. Donc il y a deux choses. On va avoir les ACL sur les buckets, donc qui vont donner vraiment les droits sur le bucket. Est-ce que l'utilisateur a le droit de regarder le contenu du bucket? Est-ce que l'utilisateur a le droit, par exemple, de modifier les permissions du bucket? Est-ce que l'utilisateur a le droit d'écrire dans le bucket, etc. Et ensuite, on a les ACL sur les objets. Et pour une très bonne raison de design qui m'échappe encore un peu, par défaut, les ACL sur les objets sont en privé. En fait, il n'y a aucune notion d'héritage d'ACL dans S3. C'est que donc on crée un objet. Donc même tous les autres utilisateurs qui ont les droits de lecture-écriture ou même full control sur le bucket ne peuvent pas lire cet objet. Le seul moyen de contourner ça, c'est soit de forcer, en fait, de mettre explicitement les ACL quand on upload l'objet, ce qui est vraiment pas réalisable, parce que ça voudrait dire que tous nos codes ont une notion de logique de gestion utilisateur partagée, etc. Ce serait complètement bordélique à gérer. Et sinon, la bonne solution, je pense, c'est de demander très très gentiment à OpenIO d'implémenter une feature d'héritage d'ACL comme ça.
Et voilà. Et sinon, on aurait pu aussi tenter de le réimplémenter ça au niveau du proxy. Donc le proxy, il voit un nouvel upload arriver. Il voit qu'il n'y a pas de header d'ACL qui est passé pour set les ACL sur l'objet. Ok, je rajoute le header, je forward la requête. Le souci avec ça, c'est que en fait, le header d'ACL dans le protocole S3, c'est un header qui va commencer par XAMZ et tous les headers XAMZ doivent être pris en compte lors du calcul de la signature. Donc on retombe dans le même souci qu'avant, savoir que mon proxy doit avoir des clés secrètes d'accès sur mon OpenIO. Et là, par contre, c'est pas du temporaire, donc c'était pas vraiment envisageable. Oui, mais je pense que j'ai plus de chance si je te demande à toi que si je vais voir AWS. Et encore une fois, les ACL à gérer à la main, c'est complètement impossible. Parce que quand on rajoute des ACL sur un bucket ou sur un objet, en fait, il n'y a pas de notion d'update. Voilà, on réécrit complètement l'ACL. Donc si on demande ça aux gens de gérer ça à la main, c'est du copier-coller, ça a complètement foiré. Et la moitié du temps, nos buckets ne seront pas accessibles ou beaucoup trop accessibles. Donc encore une fois, on fait un petit script un petit script custom qui, pour le coup, est presque plus souple que les policiers AWS, vu qu'on peut mettre des regex. Que les policiers AWS, je crois que c'est juste du globe. Donc, ouais, mais encore une fois, donc là, en fait, on reprend les groupes qu'on a définis précédemment sur les utilisateurs et on dit que voilà, donc tel groupe a ses droits sur tel bucket. Et donc, en gros, ça va juste générer une liste d'ACL pour chaque utilisateur du groupe qui vont être mis sur le bucket. L'autre très très bon point d'OpenIO, c'est donc voilà, donc on change de solution de stockage. Il faut rendre notre code compatible avec la nouvelle solution de stockage. Ça demande énormément de boulot, comme vous pouvez le voir. Vous créez juste les nouvelles access keys et secret keys pour OpenIO. On peut pas, on peut peut-être tricher, les forcer en utilisant les anciennes, non? Ouais, c'est. Donc on les update dans le code, on change de endpoint S3 dans le code. Ça, je crois que littéralement toutes les libs qui implémentent du S3 le supportent. Enfin, j'ai pas encore vu un seul projet ne pas le supporter. Et on utilise quelques softs un peu étranges, par exemple dédiés à l'analyse d'images satellites, qui le supportent. Donc ça, il n'y a pas vraiment de souci. Changer la région, très facile, sauf dans certains cas où, par exemple, on a Hadoop qui se pense plus malin que tout le monde et en fait déduit la région à partir de l'URL du endpoint. Donc là, on est obligé un peu de tricher, de dire en fait, bah non, bah ma région, elle s'appelle Kéros. Mais ça, ouais, bon, c'est du détail. Et voilà, et c'est tout, et ça marche. Et donc, alors pour finir, donc même si OpenIO c'est très très bien, il y a quand même quelques petits bugs ou limitations. Alors le premier point, pas de browser de fichiers. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu idiot, sauf que nous, chez moi en tout cas, les data scientists, ils aiment bien cliquer dans des interfaces web pour regarder un peu à quoi ressemble le bucket, etc., plutôt que de faire du ls en CLI. J'ai vu quelques implèmes open source de browser S3, ça m'avait pas l'air super fameux, ou certains qui demandaient oui, donc alors pour que ça marche, il faut que ton bucket il soit en public read. Non. Ou sinon des implémentations payantes qui fonctionnent que sur Windows, mais c'était pas génial. Donc encore une fois, les ACL, c'est horrible. C'est horrible à gérer. Je sais pas comment font vos autres clients pour gérer les ACL. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partent du principe que si tu as un compte sur OpenIO ou sur ton S3, bah, tu as accès à tous les buckets, ils font pas vraiment de ségrégation à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Sauf que... Ouais. Alors oui, sinon, ça c'est effectivement une solution que j'ai pas mentionnée. On pourrait jouer avec les namespaces ou même au niveau Keystone les projets. Mais après, on va quand même retomber, je pense, dans le souci si on veut avoir plusieurs utilisateurs différents
qui ont plusieurs accès. Parce qu'en plus, surtout, si on fait ça au niveau des namespaces ou des projets, du coup, c'est-à-dire une access key différente par projet. Et donc là, on retombe encore dans des choses à manager qui sont pas vraiment très très faciles. Qui deviennent vraiment très compliqués en fait. Et la majorité du temps aujourd'hui, on a un utilisateur qui va avoir accès à l'intégralité de ses buckets dans un account, donc il a ses creds et il a le full control sur tous ses buckets. Personne d'autre va avoir accès à ce truc-là. Ou une application qui a la même chose. Donc nos clients se posent pas forcément toujours cette question-là. On n'a pas beaucoup de clients qui sont dans ce genre de cas en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment l'impression que j'avais eue. Et après, ça va être du S3. C'est ça, j'étais vraiment un peu le mec relou qui dit bah non, moi je veux bien séparer mes données et tout. Et voilà. Et alors après le setup, j'ai aussi quelques soucis, quelques petits bugs parce que donc en gros, alors je crois que les bugs étaient liés au conteneur hiérarchie. En gros, le conteneur hiérarchie, c'est quelque chose qui, en gros, dans un bucket, pour chaque répertoire entre guillemets dans le bucket, en gros, à chaque fois qu'on voit un slash, il y a un nouveau conteneur qui va être créé par OpenIO, que ça permet en fait de limiter le nombre de fichiers qui sont stockés dans un même conteneur. Parce qu'on avait un petit cluster OpenIO de tests, on va dire, bien avancé, et on l'a plus ou moins éclaté en deux, parce qu'on avait beaucoup de trop fichiers dans un seul conteneur. Et là, carrément, c'était les disques. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu régler en rajoutant des disques dans la machine, je pense. Mais malheureusement, c'est des machines OVH, donc c'était pas possible. Et voilà, c'était vraiment les disques qui n'avaient pas assez de bande passante pour pouvoir lire la data. Donc, c'est pas forcément un souci OpenIO. C'était plus un souci de cluster mal dimensionné. Voilà. Mais donc, pour éviter ce problème-là sur notre vrai cluster de prod, on a quelque chose, donc le conteneur hiérarchie, donc qui va créer un conteneur par répertoire, et c'est quelque chose qui a été réécrit récemment aussi, je crois. Voilà, c'est ça, parce que la feature a quelques mois, je crois que c'était début d'année, vous l'avez réécrit il y a pas longtemps, et donc voilà, donc quelques petits bugs comme ça, mais en dehors de ça, rien à redire. Et voilà. Ouais, donc si vous avez des questions. Ouais, pas mal pour la présentation, merci. Une petite question, pourquoi est-ce que tu as fait ton LUA dans le Nginx et pas dans le HAProxy ? Parce que alors j'aurais pu effectivement, mais alors de toute façon en fait j'ai un Nginx qui est là pour faire ma terminaison SSL. J'ai plus l'habitude de faire du LUA dans Nginx. Par exemple, je m'en sers déjà pour faire ma terminaison SSL. Et les API LUA de HAProxy, je les connais beaucoup moins bien. J'en ai fait une seule fois, ils sont beaucoup moins évolués de mémoire. D'accord, parce que la terminaison SSL, tu peux la faire aussi sur HAProxy. Tu aurais pu avoir qu'un seul truc. Ouais, alors justement, en fait, la terminaison SSL n'est pas faite sur HAProxy, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que mes certificats SSL n'existent pas sur mes proxys. Ils sont récupérés automatiquement via du LUA, justement. Donc, et ça, justement, HAProxy ne permet pas de set via le LUA, le certificat SSL qui est utilisé pour la connexion. D'autres questions ? Ah oui, tu as dit au départ que tu avais testé d'autres solutions. Non, pas testé, on avait juste regardé de loin, mais après, donc, bon, alors on va pas donner de gros mots, de noms de concurrents, ou regarder où c'était genre éliminé direct parce que proprio, éliminé direct parce que en termes de complexité à l'utilisation, etc., c'était pas possible. Tu parles de Ceph, c'est ça ? Oui, par exemple. Vu que tu nous as choisi à la fin, tu peux citer les autres. donc, non, voilà, donc typiquement en termes de complexité Ceph, en termes de proprio, Scality, etc. J'ai retrouvé le client S3, ils en parlaient au Meetup Ceph. Ça s'appelle S3 SREE. Et en fait, ils l'ont bundlé dans un mini Ceph pour faire des démos. Ok. Et c'est totalement inconnu, mais donc je regarderai. qu'il a récupéré. Ouais, je regarde. Après, sinon, je crois que j'avais vu aussi justement Scality qui propose un espèce de browser. Ah mais en fait, on en a un aussi. C'est juste que t'as pas voulu me le donner. Avec nos propres API. Après, sinon, souvent c'est CyberDuck qui est pas mal utilisé aussi. Pour ça. C'est vrai, ça marche bien. Ouais, j'ai regardé, ça avait l'air de bien faire le taf. Ça fait le taf. Mais je crois que c'est payant. Non. Je sais plus.
Ah ouais. Ah bah après c'est tout le problématique de listing quand tu veux lister des millions d'objets. Ah oui non oui, après ça bien sûr. Après ouais ok. Mais oui CyberDuck, sinon on en a un avec nos API propriétaires aussi. Mais du coup sans le S3 et le YAM. Et sinon, pour les ACL, en fait, moi j'ai un use case très simple avec mes buckets S3, je l'ai vu en lecture publique. Effectivement, je m'emmerdais avec des ACL à le mettre objet par objet, jusqu'à ce que récemment, j'ai le snippet pour faire la policy qui va bien. C'était pas possible pour toi de faire une policy comme ça qui simplifie et qui t'oblige pas à passer par des ACL? Alors tu parles de policy à quel niveau? Policy au niveau bucket, pas au niveau IAM. Au niveau compartiment S3. Alors, j'ai pas vu de choses comme ça. Tu veux dire mettre des policiers, dire ce bucket-là est public à tout le monde ou... Ouais, c'est mon use case, ouais. Ouais. Après, je sais pas. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de choses beaucoup plus granulaires que ça. Ouais. Parce qu'en gros, je vais avoir des groupes où je vais avoir, par exemple, tous les data scientists, je vais avoir des groupes où je vais avoir que des users de production plus un data scientist parce que c'est lui qui a dev le truc. Je vais avoir de l'overlap dans tous les sens. C'est vraiment complexe à ce niveau-là. Mais sur un bucket, tes objets, ils n'auront pas différentes ACL. Non, par contre, non, sur un bucket, mes objets auront forcément les mêmes ACL, oui. D'accord. Et OpenIO marche qu'avec des ACL. Il n'y a pas de policy au niveau des buckets. En fait, si. Mais nous, on est compatible S3. En fait. Donc c'est le protocole S3. C'est ça. C'est parce qu'en fait, S3 de base n'implémente que les ACL. Les policy IAM, en fait, c'est une surcouche faite par AWS. Mais qui n'a rien à voir avec S3, qui permet de gérer les accès au S3, mais qui n'a rien à voir avec S3. C'est pour ça qu'on est sympa, on est en train d'étudier sa requête, mais techniquement pour nous, c'est ne plus être compatible avec le protocole S3. Je t'ai dit derrière un petit flag, genre tu rajoutes mon moins Keros et ça passe. Donc on étudie ça. Un dernier lancer de micro pour le plaisir, même si vous n'avez pas de questions. Ah voilà, très bien. Ah mais vas-y. Non après, vu qu'on n'a pas eu de questions sur le prix, si vous voulez vraiment savoir à peu près ce que ça donne en réduction de coût de quitter S3, je vous invite à, même Solvik, tu peux venir en parler, parce que Solvik l'a déjà fait sur d'autres clients. Tu peux en parler, Solvik? Bah viens. Envoie-lui le micro. Non, en fait, c'est parce que Solvik a travaillé sur une boîte qui s'appelle Tizili qui fait du t-shirt, enfin il expliquera mieux que moi, qui justement a fait le même mouvement. Il y a... Ouais, viens là avec le micro. J'ai de la bonne bouffe. Et les filles. Donc ouais, c'était pour un client qui m'a appelé à l'aide parce qu'il payait 50 000 € par mois de Amazon S3 et il avait plus d'1 milliard de fichiers stockés. C'était que des images. 1,2, oui, c'est important. C'était que des petites images de 500 kilooctets, c'est des images de t-shirt quand vous achetez ça sur Internet. Et plus il avait de clients et plus ça lui coûtait cher. Et la boîte menaçait de mettre la clé sous la porte, mais ça en était pas loin. Et on est passé de 50 000 € par mois à 3 500 € par mois. Ce qui fait qu'il a pu il a pu récupérer du souffle, quoi. Donc, sachant ce qui est intéressant sur cette plateforme-là, au-delà, déjà de la réduction du coût qui est quand même énorme aussi, ce que moi j'aime bien, il faut toujours que j'en écrive un article de blog, c'est que en fait c'est chez un cloud provider public classique. C'est des serveurs online, Scaleway, Divox. Je n'allais pas les citer, mais en plus il y en a un qui est. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis. Depuis, on a pris des serveurs chez OVH, histoire de redonder si un des cloud providers tombe. Ce qui fait que si Online tombe ou si OVH tombe, parce que c'est plus souvent OVH qui tombe, ça j'ai rien dit. Ça marche pas trop mal. Et ça évite aussi le lock-in du hoster. D'un côté, il y a le lock-in côté software dont Sébastien parlait. Là, il n'y a plus le lock-in côté software. Enfin, on l'a retrouvé avec OpenIO, mais pas du tout. Si jamais on les aime pas, le code est open source et on peut s'en séparer. Pas du tout non plus. Et si on est loqué avec des augmentations de prix ou ce genre de choses, il n'y a pas trop de problème. Ça faut voir ça avec Antoine. Non, mais ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est que du coup, en plus, on a un cluster qui est stretch sur plusieurs cloud providers. Enfin, 2 en l'occurrence, mais en fait, d'en avoir 3 ou 4, ça ne changerait pas grand-chose. Merci, Solvik. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles dans le public, mais je sens que tu as envie de monter sur scène. Ah, vas-y. Hop, c'est bon. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la période festive.